Très ravi de vous retrouver sur la magie de la télé, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition dont voici les titres. Au sommaire de ce 20h budget 2025 adopté sans débat après une lettre du Premier ministre adressée au président de l'Assemblée nationale faisant appel à une disposition de l'article 86.6 de la Constitution et de la délibération en Conseil des ministres. Le Premier ministre Ousmane Sonko a engagé la responsabilité du gouvernement en sollicitant la confiance des députés. En même temps, l'Assemblée nationale a procédé à l'installation des membres de la Haute Cour de justice. Cet organe chargé de juger les hauts responsables accusés de crimes ou de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions a été adopté par 140 députés à suivre. Mais auparavant, hier, le Premier ministre a procédé à la déclaration de politique générale. Ousmane Sonko a évoqué un programme pour l'éducation. Le SAEMS, après avoir salué cette décision, s'est dit déterminé dans la lutte. Il annonce le dépôt d'un préavis de grève dans les prochains jours. Pendant ce temps à Bourg, des affrontements entre éleveurs et agriculteurs font blesser grave, une tension qui risque d'embraser cette partie agro-pastorale dans cette localité du pays si les autorités ne réagissent pas. Selon les acteurs, leur cri de détresse dans ce journal. Et puis une commémoration, le Sénégal se rappelle de Serigne Saliou Mbacké. Il y a 12 ans, disparaissait le 5e calife de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Les hommages restent toujours intacts. L'érudit a laissé derrière lui des réalisations qui continuent de pétiller dans la tariqa du mouridisme. Son portrait dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Panafricanisme. A procédé plutôt au vote des membres de la Haute Cour de justice ce samedi. Sur 146, 140 ont voté pour 4 abstentions et 2 contre. La liste des titulaires est composée de Alioune Ndao, Ramatoulaye Bodian, Yougar John, Amadou Ba, numéro 2, Rohi Ndiaye, Mohamed Taïb Dafé, Daba Wanyan, Abdou Mbow. Pour les suppléants, nous avons Sambadan, Oulimata Sidibé, El Haj Amadou Tambedou, Fatou Diop Sissé, Mouramani Djakité, Marie-Hélène Diouf, Maya Bembaye et Fatou Sow. Les 16 membres de la Haute Cour de justice se sont défilés devant le pupitre pour jurer plutôt devant l'Assemblée nationale. Et nous y restons cette fois-ci pour parler du projet de loi de finances qui a été adopté sans débat après donc la demande du Premier ministre à travers une lettre lue devant l'Assemblée nationale ce samedi et qui lui-même a annoncé l'adoption de la loi de finances du budget de l'année 2025. Après la lecture du rapport, le groupe de la majorité a évoqué l'article 86 alinéa 6 de la Constitution, donc en soulignant l'engagement de la responsabilité du gouvernement demandé par le Premier ministre par lettre adressée au bureau de l'Assemblée nationale. Pour l'ancien député à le soirée, le gouvernement n'a fait qu'user le dispositif que lui confère la Constitution en cas de besoin. À le soirée est joint au téléphone par Massou Diassé. La loi, l'article 86, alinéa 6, qui dit le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote du projet de loi. Dans ce cas, le budget est considéré comme étant adopté. Sauf s'il y a une motion de censure déposée dans les 24 heures. C'est dire que donc c'est la loi qui le prévoit. Il prévoit effectivement donc la possibilité pour le gouvernement de venir d'engager la responsabilité devant l'Assemblée nationale en vue surtout pour d'obtenir donc l'adoption du budget de la loi des finances initiale de l'année 2025. Donc c'est une procédure régulière. L'opposition a la possibilité après donc la présentation du Premier ministre
de déposer une motion de censure dans les 2 jours francs après effectivement le dépôt de la présentation de la loi initiale, la loi des finances initiales. Je crois que c'est une procédure régulière. Les raisons qui ont été expliquées sont pertinentes. Parce que le budget est tellement important que s'il n'y a pas de budget, l'État est paralysé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent du budget. Nous rappelons qu'hier, le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale. Lors de cette déclaration, il a souligné un point important. Il s'agit de la réciprocité des visas ce vendredi. Donc, le gouvernement, il a annoncé que le gouvernement appliquera la politique de réciprocité des visas aux ressortissants de pays qui l'exigent à nos citoyens. Il annonce donc bien accueilli et approuvé par l'Association des droits humains et l'amitié. Mais selon son secrétaire général, il y a des préalables pour l'application de cette mesure dans toute sa rigueur. Nous l'écoutons et il est joint en téléphone par Massou Diassé. L'Action pour les droits humains et l'amitié a bien écouté l'annonce faite par le Premier ministre M. Ousmane Sonko concernant l'exigence de visa pour les ressortissants de certains pays, fondée sur le principe de réciprocité. Bon, cette mesure, en réalité, légitime dans sa souveraineté, marque une volonté d'équilibrer les relations internationales et de défendre la dignité des citoyens. Toutefois, nous, Action pour les droits humains et l'amitié, nous appelons à la mise en œuvre rigoureuse respectant les engagements internationaux du Sénégal, les droits des migrants et la fluidité des échanges bilatéraux. Il faut savoir qu'en réalité, le Sénégal a signé et ratifié des traités. Et même lorsqu'on parle de ces échanges-là, il y a des préalables. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut, c'est pas la première fois. Et lorsqu'on regarde le passé, on se rappelle qu'il y avait eu quelques échecs qui ont permis ou bien qui ont suscité le fait qu'on arrête cela. C'est une bonne chose, comme je l'ai dit tantôt, mais il y a des préalables. Au moment où on parle aussi, il y a des ambassadeurs, il y a des coins où vous allez là-bas, vous allez dans ces missions diplomatiques, vous verrez qu'il n'y a pas de consul ni d'ambassadeurs qui n'ont pas été élus jusqu'à présent, où on parle. Tous les Sénégalais de l'extérieur souffrent. Donc, regardez cela, revoir les préalables, revoir les droits humains, prioriser non seulement les droits humains, tout cela, engager des consultations inclusives et renforcer les capacités des diplomates sont les préalables. L'éducation a été également évoquée lors de cette déclaration de politique générale, des annonces qui ont été donc faites par le Premier ministre Ousmane Sonko, des annonces bien accueillies d'ailleurs par le syndicat autonome de l'enseignement du moins secondaire. Cependant, ces enseignants restent prudents quant à la mise en œuvre de ces engagements donc annoncés. Le SAEMS, selon le SAEMS, les promesses faites par les régimes successifs n'ont que rarement été suivies d'effets concrets. Face aux lenteurs administratives persistantes à la question du statut des enseignants décisionnaires, le syndicat envisage donc de déposer un préavis de grève dans les prochains jours. À ce propos, nous écoutons le secrétaire général El Hadj Malick Youm. Il est au micro de Abdoulaye Ndiaye. Nous devons également rappeler que, à l'aune du discours de politique générale que nous avons entendu hier, qui est la déclaration de M. le Premier ministre, mais il n'y a pas eu de place quand même pour ce qui concerne le point relatif à l'appurement du passif social. Et quand nous avons conjugué tout cela, nous nous sommes dit qu'en tout cas, dans le cadre de nos travaux, nous irons vers une évaluation sans complaisance qui nous permettra au finish de terminer avec une production qui mènera à des stratégies qui seront mises en œuvre pour amener le gouvernement à respecter strictement ses engagements. Ces engagements sont relatifs à des points importants qui vont impacter normalement, s'ils sont mis en œuvre positivement, sur la carrière des enseignants, et ça porte sur déjà l'élimination définitive des lenteurs administratives. Il y a aussi la question relative à ce que nous appelons la révision du statut des décisionnaires. Il y a aussi la question relative au parachèvement de la formation pour toutes les cibles d'enseignants qui sont concernés.
ainsi que les questions d'ordre social. Au demeurant, nous devons même rappeler que la question de l'équité salariale se pose aujourd'hui avec acuité, car comme tout le monde le sait, nous avons pu, grâce au combat social, au combat syndical également, mener des démarches pour obtenir une revalorisation, mais qui a été généralisée. Donc au sortir de cette généralisation de l'augmentation ou de la revalorisation salariale, aujourd'hui la question de l'équité salariale se pose davantage au niveau de la grille et nous pensons qu'il faudrait qu'on puisse avoir une fonction publique dans laquelle on a le principe de l'équité qui est respecté, parce qu'il ne peut pas y avoir quand même des corps qui sont considérés comme les victimes expiatoires du système de rémunération. Au-delà également, il faudrait parler de la question de la surimposition qui est aujourd'hui plus que véritable et qui nous a été confirmée par les autorités actuelles et sur laquelle question nous attendons des propositions concrètes. Donc voici globalement les questions qui nous ont poussés aujourd'hui à en venir à cette réunion, et cette réunion donc devrait aboutir à une proposition de dépôt de préavis. Je vous l'annonçais dans les titres, un blessé grave, c'est le bilan des tensions entre éleveurs et donc agriculteurs à Mbour. En effet, un éleveur a été donc sauvagement agressé lors des altercations avec les agriculteurs. Le président des éleveurs a saisi l'occasion pour interpeller les autorités étatiques et locales pour qu'ils interviennent le plus tôt possible avant que le pire ne se produise. Nous écoutons à ce propos donc le président des éleveurs. Il s'est exprimé au micro de Astou Sow et Ousmane Biteye. benn jafe-jafe boo xamante ne bi dafay faral di judd lu bari diggante béykat ak sàmmkat parfois mu jur ay blessé maanaam ay nit ñu am ay gaañ-gaañ yu métti mais parfois sax mu jur koo xamante ne ki ku ñàkk bakkanam la loolu nag bi ci mujj am dafa am ci benn village bu tudd Njogaay lu mel ni dafa yàgg am te man ma ciy wax toujours boo leen seete sama wax démb ak sama waxu tey yépp da ngeen di gis li ma doon wax démb moom laay wax tey mooy na nguur gi fekke mu taxaw seet nit ñi waxtaan ak ñoom déglu leen mais tabax ay texte yoo xamante ni yi day rafetal ànd ñi nga xamante ne ñoom ñooy sàmmkat yi ak béykat yi parce que kat dafa am nit ñi ci ñoo xamante ne ñi nu leen neex la ñuy doxee ngay sàmm fu la neex wala ngay béy fu la neex te àndul ak aussi sàmm li ngay béy wala nga sàmm li nga xam ne moom nga yore. Ce 28 décembre marque la 12e commémoration de la disparition du 5e khalife des Mourides, Serigne Saliou Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et de Sokhna Fati Diakhaté, qui a su s'incruster dans l'histoire du mouridisme avec ses nombreuses réalisations dans la ville de Touba. Le vénéré khalife a fondé plusieurs daara pour l'enseignement de l'islam. Voici son portrait réalisé par Amsatou Gano. Serigne Saliou Mbacké, né à Diourbel le 22 septembre 1915, il disparut le 28 décembre 2017 à Touba, sa terre natale. Il est le fils de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur de la confrérie du mouridisme, et de Sokhna Fati Diakhaté. Serigne Saliou, communément appelé Borom Diamono, était une personnalité religieuse du Sénégal et le 5e khalife général des Mourides entre 1990 et 2007, suite du décès de son frère Serigne Abdou Khadr Mbacké. Contrairement à ses autres frères, l'initiation de Serigne Saliou au Saint-Coran commence par son père, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, ce qui lui donne naturellement le rang de privilégié. C'est par la suite qu'il sera confié à Serigne Alassane Diakhaté, auprès de qui il fit ses humanités religieuses. Il devint ainsi un fin lettré avec une vaste culture générale, maîtrisant la littérature et la langue arabe. Passé cette étape, Serigne Saliou part en Côte d'Ivoire, en Gambie et dans des différentes régions du Sénégal. C'est ainsi qu'après avoir fondé Khelcom, un centre d'enseignement et de formation islamique de 50 000 hectares, il lança dans son sermon de la fête de Korité de 1992
Confiez-moi les enfants que j'accomplisse en eux ce que Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké avait réalisé avec les anciens, ajoutant que même s'ils ne se considéraient pas habilités à avoir la même prérogative, ils pensaient pouvoir s'en inspirer. Serigne Saliou Mbacké ouvre plusieurs daara où les étudiants suivent une éducation religieuse et travaillent dans les champs éparpillés à travers le pays. Hormis Helcom, le premier daara que Serigne Saliou a créé fut celui Gor en 1934 alors qu'il n'avait que 19 ans. Par la suite, il a créé une vingtaine d'autres daara à l'image de Khaban, Ndiapandal, Ndouroul, Ndoka, Ndiarou et entre autres. Serigne Saliou Mbacké était aussi un grand producteur car il a réalisé un énorme projet agricole à Helcom et d'autres projets liés à la rénovation de la mosquée de Touba. Après 12 ans sur terre, les œuvres de Serigne Saliou Mbacké restent gravées dans les mémoires des Sénégalais qui ne sont pas prêts à oublier cet homme aux multidimensions, l'exemple du soufi accompli. Amsatou Gano et nous en venons à la rétrospective politique 2024. Une année, 2 élections, une volonté de rupture promise avec 1000 équations, dissolution de l'Assemblée nationale, changement de régime, élections anticipées, vote de budget et DPG. Autant de faits politiques inédits qui réconfortent davantage l'histoire politique du Sénégal, mais l'on retiendra surtout pour cette année la maturité démocratique du Sénégal sauvée in extremis du chaos. On se remémore ces moments dans cette rétrospective proposée par Aïssatou Ba. 2024, l'année des événements inédits dans l'histoire politique sénégalaise. Arrestation d'hommes politiques, résidence barricadée, bracelets électroniques pour certains, report d'élections, 2 élections dans la même année, manifestations sanglantes et dissolution de l'Assemblée nationale. Bref, l'on retiendra un tournant décisif de la démocratie sénégalaise. C'est en 12 mois que les Sénégalais ont décidé d'écrire une nouvelle page et choisir un nouveau départ sous une ère prometteuse de rupture. 2024, le 2e et dernier mandat de l'ancien chef de l'État arrivant en terme. C'est la raison pour laquelle le début de cette année fut agité par des déclarations politiques très provocatrices, virulentes et venant de tous bords. C'est ce qui annonçait une campagne électorale prématurée. De plus en plus, le chemin qui menait à l'élection présidentielle du 25 février se révélait parsemé d'obstacles et de détours inattendus. D'abord, c'étaient les candidats recalés à la présidentielle qui décriaient la fiabilité du contrôle de leur parrainage et remettaient en cause le logiciel utilisé par les services du Conseil constitutionnel. Ensuite, la polémique sur des soupçons de corruption contre 2 membres du Conseil, une situation qui a conduit à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Malgré cela, la liste des 20 candidats publiée par le Conseil constitutionnel sénégalais le 20 janvier s'apprêtait à battre campagne jusqu'au soir du 5 février quand le président Macky Sall annonça le report du scrutin pour une durée indéterminée. J'ai signé le décret 2024-106 du 3 février 2024 abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023 portant convocation du corps électoral. Ce discours fut accueilli comme une bombe. Le lendemain de cette déclaration, des manifestations violentes secouaient le Sénégal. Un rassemblement organisé vendredi 9 février à Dakar a été immédiatement dispersé par les forces de l'ordre. Plusieurs recours ont été déposés par l'opposition pour protester contre l'annulation du scrutin le 25 février 2024. Un vote symbolique a été organisé par l'opposition. Saisi par plusieurs députés de l'opposition, le jeudi 15 février 2024, le Conseil constitutionnel sénégalais invalide la décision de reporter l'élection présidentielle du 25 février au 15 décembre. Le président sénégalais revient sur sa décision et fixe la tenue de l'élection présidentielle au 24 mars.
10 jours avant la tenue du scrutin, à la suite de l'adoption par l'Assemblée nationale, une loi d'amnistie très critiquée, mais qui va permettre la libération de Sonko et Diomaye, qui vont par la suite battre campagne. Le Sénégal vivrait désormais au rythme du tandem Diomaye-Sonko. Une élection au mois de Ramadan marquée par une forte participation et détermination par les Sénégalais d'adopter la rupture. Sans surprise, le soir du 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Diakhar Faye fut élu au premier tour avec 54,28%. Le parti au pouvoir accepta sur le champ sa défaite. Ainsi s'enchaînent les félicitations. Le 2 avril 2024, le plus jeune président de l'histoire du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment et devient à 44 ans le 5e président du pays depuis l'indépendance en 1960. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Le nouveau gouvernement dirigé par Ousmane Sonko manifeste une volonté de changement, mais cette rupture tant promise semble être impossible sans une majorité à l'Assemblée nationale. En pleine polémique de déclaration de politique générale, le refus d'adopter la loi supprimant le HCCT et le CESE par la majorité de l'opposition, le président Bassirou Diomaye Faye dissout l'hémicycle le 12 septembre 2024 après une menace de motion de censure de la part du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Je dissous l'Assemblée nationale. La date des élections législatives est ainsi fixée au dimanche 17 novembre 2024. Le Sénégal se lance ainsi dans une élection anticipée sans parrainage. 41 listes validées sur les 48 déposées. Le 17 novembre 2024, le parti PASTEF s'accapare de 130 sièges et dépasse largement la majorité absolue. La coalition Takku Wallu Sénégal de l'ancien régime, Sàmm Sa Kàddu de Barthélémy Dias, Jàmm ak Njariñ de Amadou Ba et autres coalitions partagent le restant des 165 sièges. Lundi 2 décembre 2024, la 15e législature est officiellement installée. El Malick Ndiaye démissionne de son poste de ministre et devient le plus jeune président de l'Assemblée nationale de l'histoire sénégalaise. Malick Ndiaye ayant obtenu 134 voix est élu président de l'Assemblée nationale. L'année tire à sa fin. Comme pour la conclure politiquement en beauté, on passe à un examen de loi de finances rectificative 2024 et suivi en fond du DPG tant attendu 2025, une autre année et un autre registre avec pour l'heure des pages vides où on écrira pourquoi pas un changement de paradigme politique qui répond à l'aspiration des populations au gré du slogan Jub Jubal Jubanti au vrai sens du terme. Aïssatou Ba retenait également que cette année 2024 est marquée par de troublants dossiers judiciaires. Le jargon juridique a même fini par figurer dans le dictionnaire du plus simple citoyen, car occupant l'espace public, la fossée entre le justicier et le justiciable est très profonde, d'où les assises pour la modernisation de la justice. Retour sur ces pages de l'histoire judiciaire du Sénégal de cette année 2024 avec Djibril Niane. Rétro judiciaire 2024. 2024, une année presque judiciaire. La balance n'aura jamais cessé de bouger et faire couler d'encre et de salive. La justice laisse une marque indélébile sur les pages de l'année 2024. De troublants dossiers. Un vrai bras de fer qui oppose Ousmane Sonko et le pouvoir aura coûté la vie à 83 Sénégalais selon Amnesty International. Principalement à Dakar, Ziguinchor au sud du pays
et dans les autres régions du Sénégal. Le 1er juin, le principal opposant Ousmane Sonko est condamné à 2 ans d'emprisonnement ferme pour corruption de la jeunesse sur le dossier Adji Sarr, ce qui a déclenché des émeutes partout dans le pays. Beaucoup de jeunes sont arrêtés et condamnés et d'autres ont succombé pendant les manifestations. Et les forces de défense et de sécurité sont pointées du doigt. La demeure de Ousmane Sonko est barricadée, plusieurs personnalités et militants de l'opposition sont arrêtés. Le recours excessif à la force par les forces de sécurité noté. Les restrictions injustifiées de l'espace civique et d'autres violations des droits humains se succédèrent au Sénégal. En juillet, le président Macky Sall annonce qu'il ne briguerait pas finalement un 3e mandat pour l'élection présidentielle de 2024, car beaucoup de voix indiquaient que sa candidature enfreindrait la constitution du pays. Et de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Le vendredi 28 juillet, l'éminent leader de l'opposition, Ousmane Sonko, chef de parti PASTEF, patriote africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, est arrêté par la gendarmerie. Il est poursuivi pour incitation à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État et vol de téléphone portable. Février, après que le président Macky Sall ait décidé d'annuler le scrutin, après que des sages du Conseil constitutionnel sont accusés de corruption, le pays sombre une nouvelle fois dans le chaos. L'Assemblée nationale approuve le report de l'élection de 10 mois par un vote. À partir de là, on assiste à une véritable crise institutionnelle. Après un mois de flottement qui a alarmé l'opinion nationale et internationale, la date de la présidentielle a finalement été fixée au 24 mars avant l'expiration du mandat de Macky Sall après une décision du Conseil constitutionnel. Même si, il faut le dire, le refus des sages du Conseil constitutionnel de suivre le président sortant Macky Sall dans sa volonté de reporter l'élection et la validation de la candidature de l'actuel président Bassirou Diomaye Faye, alors emprisonné, ont été salués comme de hauts faits d'une justice indépendante. Le 6 mars, l'Assemblée nationale a voté la loi d'amnistie dans le cadre de décrispation de l'espace politique et public, enclenchée par le président de la République Macky Sall, mais aussi de permettre certains opposants comme Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui ont maille à partir avec la justice, de participer pleinement à la vie politique. Elle s'en est suivie d'une vague de libération de détenus dits politiques et même de ceux présumés auteurs d'actes criminels, voire terroristes. La promulgation de cette loi d'amnistie par le président Macky Sall le 14 mars a permis la libération immédiate du principal opposant Ousmane Sonko et de son lieutenant Bassirou Diomaye Faye, candidat à l'élection présidentielle à moins d'une semaine de la présidentielle. Durant cette période de campagne électorale, la justice est l'un des thèmes les moins discutés par les 19 prétendants au fauteuil présidentiel. Des promesses d'une magistrature plus indépendante et plus efficace ont été mises en évidence. Le 24 mars, le Sénégal a élu son 5e président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La coalition Diomaye Président triomphe avec 54% des voix. Dès son accession au pouvoir, son premier grand chantier est la réforme de la justice. Lors de sa prestation de serment, le chef de l'État, dans son discours d'investiture le 2 avril 2024, il s'est engagé à œuvrer pour une justice indépendante et une démocratie renforcée. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois. Le 28 mai, le dialogue pour la réforme et la modernité pour la justice est initié à Diamniadio. Dans le cadre de réconciliation des justiciers aux justiciables, l'une des recommandations de ces assises inclusives voulues par le président de la République, c'est de décoloniser la justice. Une nouvelle organisation du Conseil supérieur de la magistrature a aussi été proposée. Dans les 10 recommandations formulées par le dialogue national sur la réforme et la modernisation de la justice au Sénégal, figure la nouvelle organisation du Conseil supérieur de la magistrature. Mais il se pose le problème de la présence ou non dans ce conseil du président de la République et d'autres personnes autres que des magistrats. Une partie des participants trouve inacceptable que le président de la République fasse partie de cet organe. Cela fait toujours débat, car étant une promesse électorale. Cependant, ces assises qui visaient à instaurer une justice indépendante
semble ne pas porter ses fruits, selon certains, après l'arrestation d'opposants qui se multiplient. Bah Diakhaté, d'abord arrêté après qu'il ait tenu des propos jugés inappropriés à l'encontre du Premier ministre Ousmane Sonko. Ensuite, Ahmed Suzanne Camara, suivi de Lat Diop, arrêté pour détournement de deniers publics, Bougane Gueye Dany pour refus d'obtempérer et Moustapha Diakhaté est la dernière sur la liste. 2025 se pointe avec ses perspectives. Les Sénégalais, en tout cas, attendent beaucoup de ces réformes de la justice. Les recommandations sont ainsi faites, n'attendent qu'une application. Les rapports d'audit publiés en suspense, des poursuites attendues de hautes personnalités, surtout de l'ancien régime. La suppression de la loi d'amnistie en vue, autant de dossiers touffus qui plongent davantage le secteur judiciaire dans le flou 2025. Augure une année aussi agitée juridiquement que 2024, car le registre opte pour la continuité. Merci Djibril Niane. Merci également à Ali Mangassa et à Abdoulaye Dieye pour la réalisation de cette édition. Merci à l'équipe technique Mamou Gueye et Moussa Diouf. Merci à vous de votre fidélité renouvelée à Global Télévision. Prenez soin de vous, excellente suite des programmes et excellent week-end à tous.